Bonjour, bienvenue dans MQ18 exercice qui fait suite à MQ17 avant de commencer le chapitre final de la mécanique quantique. Bien, alors je vous propose donc aujourd'hui de s'intéresser aux exercices qui constituent la feuille de TD MQ1, ondes des matières, et de s'intéresser notamment à la partie ondes des particules, et notamment l'exercice 4, où on vous parle d'un pinceau d'électrons mono-énergétique attaque normalement la surface d'un monocristal de nickel dans la direction faisant un angle θ égale 55 degrés avec la normale à la face, et on observe un maximum de réflexion du quatrième ordre, donc c'est-à-dire qu'avant il y en a trois autres, pour une énergie cinétique EC qui vaut 180 électronvolts. Calculer la valeur correspondante de l'écartement petit a des plans réticulaires. Voilà. Bien. Alors, un petit schéma s'impose. En fait, voilà, nous avons ici des plans réticulaires. Je dessine les deux premiers. On a un faisceau en incidence normale comme ceci. Le faisceau qui est là va donner une réflexion dans une certaine direction et une partie du faisceau va inévitablement passer sur le plan réticulaire d'après pour s'en aller dans la même direction, et on regarde donc à l'infini dans cette même direction quelles sont les directions possibles, je dirais, d'éclairement important, d'intensité forte. Donc cet angle θ, c'est celui-ci. À partir du point O, on a une duplication, comme on l'a déjà signalé. On a donc une onde dont la longueur d'onde est le lambda de Broglie, qui est associé à ce faisceau de particules. Et on voit que les points qui seront isochrones à l'arrivée, c'est le point O et le point A, celui-ci. Et qu'en même temps, donc, eh bien, la différence de marche entre O et A, c'est tout simplement la longueur OB plus BA. OB, c'est justement l'écartement des plans réticulaires, et BA, si on regarde bien, parce que ceci est l'angle θ, eh bien, on va avoir un petit a sinus pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire un petit a cosinus θ. Voilà. Donc, la différence de marge delta est égale à A facteur de 1 plus cosinus θ, ce qui revient à dire que ça fait 2 fois petit a cosinus de θ sur 2, avec θ qui vaut donc 55 degrés. Voilà. Moyennant quoi, à partir de là, nous allons dire que cette différence de marge delta, elle vaut un certain nombre de fois la longueur d'onde de De Broglie, et on a n égale 4, c'est ce qu'on nous dit, on a bien une émission du quatrième ordre. Il reste à déterminer la longueur d'onde de De Broglie en fonction de l'énergie cinétique. Je vous rappelle que K est égal à 2pi sur lambda de Broglie, et que K, eh bien, c'est la quantité de mouvement sur h bar, et que l'on a énergie cinétique égale P2 sur 2N. Voilà, tout ça mis bout à bout, l'énergie cinétique connue, 180 électronvolts. On en déduit, puisqu'on connaît la masse de l'électron, la quantité de mouvement que possède ce faisceau d'électrons pour chaque particule. Donc, la longueur d'onde de De Broglie qui est associée. Cette longueur d'onde de De Broglie multipliée par 4 nous donne la différence de marche qui fait intervenir petit a que l'on cherche et θ, l'angle qui nous est donné. Voilà, je vous laisse faire le calcul, et on trouve que petit a est égal, alors j'ai la valeur, 0,31 nanomètres. Non, 0,21 nanomètres. Voilà. Bien.
Donc, voilà, c'est fait. Passons maintenant au premier exercice de relation d'incertitude. On vous parle d'un électron libre qui a été initialement localisé dans une région de dimension grand L qui vaut 0,1 nanomètre. Évaluez le temps au bout duquel la largeur du paquet d'ondes correspondant aura augmenté d'un facteur 10. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est l'illustration directe du fait que la matière diffuse, et qu'à un instant donné, elle est concentrée dans une zone, et qu'un peu plus tard, évidemment, il y a eu diffusion. Bien, alors, de manière claire, si j'appelle X la position de cet électron, on va simplement choisir l'origine des X là où est localisée la particule. C'est-à-dire, on a une valeur moyenne de X qui va valoir 0, ce qui veut dire finalement que, eh bien, la largeur qui nous est proposée, c'est l'écart type de X. De la même façon, cet électron étant en mouvement personnel, non pas de déplacement mais d'agitation, va être tel que la valeur moyenne de la quantité de mouvement en mesure algébrique vaut 0, ce qui va dire que on va prendre pour la quantité de mouvement la valeur, justement, l'écart type de P. Et on sait que delta X, delta P est supérieur ou égal à H bar, et nous, on va se mettre dans un cas limite, où on va dire que delta X, delta P est égal à H bar. Voilà l'approximation que nous allons faire. Moyennant quoi, ceci nous donne le fait que L que multiplie delta P est égal à H bar, et bien sûr, delta P égale H bar sur L connu, ce qui va nous permettre d'avoir, je dirais, la vitesse. On va en déduire un module de vitesse, qui vaut tout simplement delta P sur M, c'est-à-dire H bar sur ML. Voilà, donc l'électron possède une vitesse dont on ne connaît pas la direction, bien sûr, qui est estimée au hasard, et qui est de l'ordre de grandeur en module de H bar sur ML. Bien. Nous, on veut simplement qu'on passe de L à l'instant qu'on va dire 0 à état L à un instant qu'on va dire taux, et on cherche, je dirais, cette durée pour que la valeur de état soit de 10. Donc on voit tout simplement qu'avec un module de vitesse de cet ordre de grandeur, ici prédéterminé H bar sur ML, pendant une durée taux, il va parcourir une distance qui va l'amener de L à état L. On aura donc la relation suivante, le module de la vitesse fois le temps taux recherché égale état moins 1 fois L. Voilà. Ceci, je vous laisse faire le calcul, nous amène à une durée dont l'ordre de grandeur de taux va être de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes. Voilà, donc je le mets ici, taux sensiblement 10 puissance moins 15 secondes. Voilà. Bien, c'est tout pour cet exercice. On passe au suivant. Le suivant est un peu plus élaboré. Il s'agit toujours d'un électron, donc on connaît sa masse, qui possède une énergie cinétique. Cette fois-ci, on l'appelle grand T, et elle vaut 4 électronvolts. Ça veut dire que cet électron est en mouvement. Il possède une vitesse, une quantité de mouvement qui correspond à cette énergie cinétique. Et le long de sa trajectoire, inévitablement, il va y avoir une indétermination de sa vitesse ou de sa quantité de mouvement, puisqu'il est localisé dans une région dont la taille est de l'ordre du micromètre. Vous pouvez voir que le micromètre est largement beaucoup plus grand que celui de l'exercice d'avant, où on avait une incertitude qui était de l'ordre de 0,1 nanomètre, et donc les résultats vont être à l'avenant de cette localisation beaucoup moins efficace dans l'exercice suivant. Alors donc, il nous faut pour ça toujours pareil, on va simplement dire que notre électron, eh bien, il a une position à cet instant-là dont la valeur moyenne vaut 0,
ce qui va nous amener à prendre tout simplement la zone de localisation comme étant, je dirais, l'écart type de la position. Et il possède une quantité de mouvement P0 que je vais mettre, qui est donc liée tout simplement à l'énergie cinétique, avec P0 carré sur 2M qui vaut donc grand T, l'énergie cinétique que l'on nous signale. Et bien sûr, P va être inférieur ou égal à P0 plus ce qu'on va appeler delta P, et supérieur ou égal à P0 moins delta P. Voilà. Et ce qu'on nous demande, c'est delta P, ou plus exactement, si on reprend bien la signification des termes, on nous demande delta P sur P0. Voilà. Mais il faut de toute façon passer par la détermination de delta P. Donc, pour obtenir delta P, on prend la relation d'incertitude qui nous dit que delta X, delta P est supérieur ou égal à H bar. Nous, on va prendre la limite delta X fois L égale H bar. On prend l'égalité et on remplace delta X, excusez-moi, delta P fois L qui vaut H bar. On en déduit la valeur de delta P, bien sûr, qui vaut donc H bar sur L. Et moyennant quoi, eh bien, il n'y a plus qu'à calculer, je dirais d'une part P0, parce qu'on connaît l'énergie cinétique et la masse de l'électron, d'autre part delta P, parce qu'on connaît la localisation. Voilà. Et quand on rapporte delta P sur P0, eh bien, on trouve une incertitude de 10-4. Voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est un nombre neutre, et que la fluctuation et l'incertitude est du 10 millième de la valeur de la quantité de mouvement qu'il possède, ce qui peut sembler assez précis, mais ceci est dû à la grosse incertitude de la localisation de la position de cet électron. Voilà. Donc là, on a une localisation très large et une incertitude sur la quantité de mouvement relativement réduite. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Bien. Intéressons-nous maintenant au dernier exercice qui nous dit une particule de masse m se déplace dans un champ de potentiel, c'est-à-dire qu'il possède une énergie potentielle V égale Qx2 sur 2. On précise que c'est un oscillateur harmonique. Alors, la constante qui est devant Q n'est pas notée K comme à l'habitude en mécanique classique, parce que K est bien sûr entre guillemets un vecteur d'onde, donc on s'en méfie. Et donc on a une énergie potentielle qui vaut Qx2 sur 2. Voilà. Et on nous donne bien sûr la valeur de la masse m de la particule. On nous demande d'évaluer l'énergie minimale possible pour la particule dans un tel champ. Bien. Alors, pour ça, il va falloir qu'on recherche, je dirais, une configuration minimale, et il va falloir que l'on fasse que l'on donne quelques précisions. Là aussi, on va prendre que la valeur moyenne de la position de cette particule est 0, ce qui veut dire finalement que ceci va nous amener à pouvoir écrire que delta x est égal, que delta x, ce sera justement simplement l'incertitude sur la position que l'on cherche, et que en conséquence de quoi on va pouvoir écrire V comme étant Q delta x au carré sur 2. Voilà. On a une incertitude qui relie la position et la quantité de mouvement. On a donc un delta P qui va valoir un H bar sur delta X en faisant comme on a fait avant, à savoir delta X delta P supérieur ou égal à H bar. Nous prenons la limite de l'égalité et on en déduit delta P. Et donc l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si on prend aussi une valeur moyenne de P en mesure algébrique qui vaut 0, pour que la chose soit claire, donc la particule est localisée dans un certain domaine delta x autour de l'origine, elle a un module de quantité de mouvement qui va varier, ce module se réduit à son écart type, puisque, je dirais, la moyenne de la quantité de mouvement vaut 0. On va donc dire que cette énergie totale, c'est un delta P K
carré sur 2m plus, eh bien, un Q delta X carré sur 2. On va remplacer delta P par H bar sur delta X et on voit qu'on a une énergie totale qui vaut donc, eh bien, H bar 2 sur 2n delta x au carré au dénominateur plus q delta x au carré sur 2. On voit donc que cette énergie totale dépend de delta x et on va simplement rechercher l'expression de delta x telle que l'énergie totale dérivée par la grandeur delta x va nous donner 0, c'est-à-dire qu'on est à un extrémum de l'énergie. Voilà. Et quand on fait ce calcul, je vous laisse le faire, on trouve que le delta x carré qui correspond est égal à h bar sur racine de mq. Q étant la constante qui est dans l'énergie potentielle et m étant la masse de la particule. Ce qui fait que quand on remet ça dans l'énergie, eh bien, c'est-à-dire dans l'expression qui est ici, on trouve tout simplement h bar racine de q sur m. Et ceci doit vous rappeler quelque chose, c'est que quand on a un oscillateur harmonique dont la raideur du ressort vaut q et qu'on y accroche une masse m, la pulsation à laquelle oscille naturellement cet oscillateur, c'est racine de q sur m. Et donc ceci, en faisant un lien avec ce qu'on sait classiquement de l'oscillateur harmonique, s'écrit h bar oméga 0. Voilà. Alors évidemment, ce n'est qu'un ordre de grandeur, puisque on a pris les relations d'incertitude, on se retrouve toujours avec des ordres de grandeur, et que il se trouve là qu'on se trompe juste d'un facteur 2, qui est un calcul extrêmement précis en mécanique quantique avec l'oscillateur harmonique. Vous direz que l'énergie minimale, c'est h bar oméga 0 sur 2. Voilà. Donc le prix à payer, c'est un facteur 2 qu'on ne peut pas deviner, mais que l'on trouve lorsqu'on fait un calcul exact. Voilà, cela termine, je dirais, la séquence MQ18 exo, et on est en route pour MQ19, chapitre 3, mécanique quantique. Au revoir.